Alors, je vais maintenant parler en anglais. Donc, j'explique aux anglophones ce que je viens d'expliquer aux francophones, c'est-à-dire que cette réunion se fera en anglais avec interprétation simultanée en français. Si vous voulez écouter le français, choisissez le bouton français et vous pouvez aussi choisir le bouton anglais ou faire des allers-retours entre les deux. Anne-Laure Jax sera l'interprète avec son talent bien connu de cette séance. Et vous pourrez, comme je l'ai dit, faire des allers-retours entre les langues. Alors, soyez indulgents avec mon anglais qui n'est pas parfait, mais je pense qu'il va suffire. Voilà, donc je peux vous comprendre et vous pouvez me comprendre et c'est ça qui compte le plus. L'autre question technique, si vous avez une question à poser, eh bien, appuyez sur le bouton Q&A, questions et réponses, Q et R. Nous avons déjà reçu beaucoup de questions avant. Beaucoup d'intérêt a été suscité par le sujet, la théorie polyvagale, le trauma et la psychologie énergétique. Donc voilà, je sais que nous ne pourrons qu'aborder la surface de ce sujet, mais c'est déjà une belle introduction à un magnifique programme que nous mettons à disposition, que nous vous vendons et qui s'appelle la science des soins énergétiques. Alors, Bob, je vais dire qui vous êtes. Vous êtes un homme multitalentueux. Vous êtes non seulement le directeur exécutif de l'Association américaine de psychologie énergétique intégrative, mais vous êtes aussi formateur en EFT et en technique énergétique. Vous êtes un auteur qui a beaucoup de livres à son actif et vous avez développé et initié ce programme, la science des soins énergétiques, dont nous allons parler aussi ce soir. Vous êtes la meilleure personne qu'on pouvait inviter pour parler de ce sujet parce que vous avez déjà tout fait. Eh bien, merci. Donc, bienvenue. Et peut-être, pour commencer, nous allons aborder le sujet après, mais pouvez-vous dire quelques mots au sujet de ce programme, la science des soins énergétiques? Ça a été un immense voyage, non? Oui, en effet, ça a été un immense voyage. Donc, bonjour tout le monde. Je suis vraiment très heureux d'être là et j'aimerais aussi remercier Anne-Laure pour l'interprétation. Alors, le programme intitulé Sciences des soins énergétiques. Il y en a deux versions. Il y a le premier cours puis le deuxième cours. Mais cela a commencé il y a longtemps quand nous avons posé la question à nos membres et à différentes autres personnes. De quoi avez-vous le plus besoin pour pouvoir, dans votre pratique, car la plupart de nos membres sont praticiens en psychologie énergétique. De quoi avez-vous le plus besoin pour vous aider là-dedans? Et vraiment, la réponse était très claire. Les gens disaient, nous voulons pouvoir présenter l'aspect scientifique de nos pratiques. Nous voudrions en savoir plus au sujet du fait que cela est scientifiquement prouvé. Et si vous avez vu une vidéo de notre mini-série... Alors, avant d'oublier, j'aimerais aussi vous faire un petit sondage. Donc, je vous ai préparé un petit sondage pour mieux savoir exactement qui vous êtes. Donc, vous pouvez répondre à ce sondage pendant que je parle. Oui, pendant que vous mettez le sondage, j'aimerais juste m'occuper des personnes qui ont de la peine à rejoindre la traduction. Donc, au bas de l'écran, vous avez un bouton et vous pouvez choisir l'anglais ou le français en appuyant d'un côté ou de l'autre. Et si vous choisissez le français, vous allez entendre très légèrement l'anglais et très fort le français, mais vous pouvez aussi même désactiver l'audio original. Donc, c'est normal d'entendre un petit peu d'anglais derrière. Cela vous permet d'accéder quand même un petit peu à l'énergie de Bob, du conférencier. Si vous coupez complètement la voix de Bob, vous pouvez le faire, mais vous aurez moins accès à l'énergie. Donc, voilà. Et s'il vous plaît, je vous laisse vous aider mutuellement. Si vous voyez quelqu'un qui a de la peine dans le chat, vous pouvez lui donner un coup de main. Merci beaucoup. D'accord. Donc, nous avons une majorité de thérapeutes ou de praticiens. D'accord. Et si vous n'en faites pas partie, ce n'est pas un problème, bien sûr. Mais on est à peu près à 75%. D'accord, super. Donc, pour reprendre, je vous ferai un autre sondage plus tard.
Alors, les gens avaient le sentiment et moi-même dans mon parcours aussi, vous savez, je faisais de la psychologie énergétique, je faisais pas encore de soins de guérison, ça c'était vraiment encore trop exotique pour moi à l'époque, mais j'avais le sentiment d'être un peu inconfortable, comme si je me cachais dans un placard, parce que je savais que ça marchait, mais je ne savais pas comment je pouvais le présenter aux gens. Et après, j'avais pas envie de passer pour un charlatan. Je ne sais pas comment on peut traduire ce mot charlatan, wakadou. D'accord, donc voilà, je ne voulais pas passer pour quelqu'un de zarbi. Bref, donc, mais ce qui s'est passé, c'est qu'au fil des années, et maintenant, il y a de plus en plus de science. Donc, nous voulions vraiment créer quelque chose qui puisse donner accès en un seul endroit à de bonnes informations qui pourraient servir aux gens pour qu'ils aient plus confiance en eux-mêmes déjà et aussi pour qu'ils puissent mieux expliquer aux autres et aux professionnels, aux sources aux personnes qui sont censées leur envoyer des gens, etc., afin qu'il y ait moins de résistance envers ces idées. Donc, c'est à partir de ce constat que nous avons décidé de créer ce cours et nous avons réuni la crème de la crème des professionnels, comme je l'ai dit dans une des vidéos dans une masterclass que j'ai faite. C'était vraiment le premier cours, la science des soins énergétiques, était un petit peu comme le Woodstock du domaine. Et le deuxième cours, euh, c'est, comment on pourrait appeler ça? C'est plutôt le festival de jazz, vous savez, ce festival célèbre en Californie, je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, donc on a vraiment réuni les meilleures personnes qui pouvaient parler de l'aspect scientifique, de la psychologie énergétique. Et l'autre chose que j'ai mentionnée aussi dans la mini-série, c'est l'importance de raconter l'histoire, d'accord? Donc, il y a beaucoup de faits, de chiffres, et si on fait, mais si on présente ça uniquement, personne ne comprendra rien. Et j'essaye de pratiquer ce que je prêche, et d'ailleurs, même aujourd'hui, ce que j'ai fait, vous savez, on va parler de théorie polyvagale dans un instant, et Stephen Porges, c'est quelqu'un de génial. Je le connais actuellement très très bien. C'est un magnifique être humain, mais lui-même dit qu'il est assez obscur dans ses écrits. Vous savez, si vous tentez de lire ses livres, et Florence répond, oui, oui, j'ai essayé, eh ben, c'est très dur à lire. Alors la question, c'est comment on peut vulgariser cela et traduire cela en un message que les gens pourront comprendre. Et ça fait des années que je travaille là-dessus. J'aime à penser que je réussis à le faire assez bien. Je ne sais pas si ça c'est vrai ou pas, on verra. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que ces histoires, ces aspects scientifiques soient logiques et soient compréhensibles par les gens, afin qu'ils se disent: «Ah oui, d'accord, je compris». Et quand on raconte des histoires, c'est très, très important. Mais parfois, on a aussi besoin des faits, parfois on a aussi besoin des données pures et dures, des données scientifiques. Donc tous ces cours qui font partie du programme soins la science des soins énergétiques, poursuivent cet objectif. Et aujourd'hui, nous allons parler principalement du deuxième cours et je suis très, très heureux que Quantum Way ait doublé tous ces programmes parce que je sais qu'ils ont fait énormément de travail. Ils ont beaucoup investi d'efforts pour traduire ces deux programmes en français, le premier et le deuxième. Donc voilà, et Florence acquiesce. Donc ce cours-là, le deuxième, il est un petit peu plus destiné, je dirais, aux il vise à faire le lien entre les soins de guérison énergétique et le mainstream, les approches conventionnelles. Et c'est pour cette raison que j'aime autant Stephen Porges, parce que Stephen Porges est probablement l'une des meilleures personnes pour arriver à faire cette passerelle. Parce que, comme je vous le dirai dans une minute, la théorie polyvagale qu'il a inventée, euh, enfin, Stephen Porges n'attribue pas vraiment la théorie polyvagale au paradigme énergétique en réalité. Mais quand même, il voit que ce que nous faisons fonctionne et ensuite il dit: «Ah d'accord, mais il y a une explication simple au fait que, cette, approche énergétique fonctionne» et il dit que pour lui, c'est dû à la théorie polyvagale. Voilà, donc j'ai vraiment des sujets passionnants à vous présenter ce soir, des sujets avant-gardistes qui sont absolument extraordinaires. Il y a des recherches scientifiques qui expliquent au niveau biologique quelque chose que les scientifiques
Et peut-être les personnes enfin, les personnes standards, enfin, quelqu'un qui a une approche plutôt conventionnelle, quelqu'un qui est plus cartésien, je dirais, eh bien, si on lui présente les choses de cette façon-là, pourra dire: «Ah oui, d'accord, comme ça je comprends, ça c'est logique, là ça a du sens». Voilà, donc parmi tous les sujets que je pourrais vous présenter, j'ai décidé de me concentrer sur ce sujet-là. On a sélectionné ensemble ce sujet-là parce que cela semble applicable. Alors, je vais parler de certains aspects et Steven et moi, dans le cours, on parle de il y a une partie du cours qui est une discussion entre Steven Porges et moi, mais dans cette discussion-là, on aborde d'autres sujets. Alors, je vois qu'il y a pas mal d'entre vous qui ne connaissent pas forcément la théorie polyvagale, donc je vais tenter de vous la présenter de façon aussi simple et facile que possible. Et si vous en savez beaucoup au sujet de la théorie, vous direz que je simplifie trop. Je le sais, je le fais intentionnellement, j'essaye de simplifier le plus possible et les discussions plus nuancées et complexes, eh bien, elles seront pour une autre fois. Alors, Florence, qu'est-ce que tu en penses? On continue? Oui, c'est super. Alors, j'aimerais juste rappeler aux gens que la mini-série que vous avez mentionnée, nous l'avons mise à disposition gratuitement. Ah oui, alors on va faire un sondage à ce sujet d'ailleurs. Donc, cette mini-série, elle est encore disponible jusqu'à vendredi soir gratuitement. Donc, si vous voulez y avoir accès, vous allez sur le site internet de Quantum Way et vous y trouverez cette mini-série sur la première page et aussi sur toutes les pages consacrées à la science des soins énergétiques. Je dois vous dire que si vous n'avez pas regardé cette mini-série, il faut la regarder. Eh bien, vous, vous savez, la version actualisée, il y en a deux versions, mais la version actualisée qu'on a faite, la toute dernière version, elle est vraiment géniale. On l'a fait faire par des professionnels et j'en suis assez fière. Oui, c'est intéressant et en plus c'est amusant. Amusant. Et les gens ont vraiment apprécié. Nous avons presque 2000 personnes qui se sont inscrites pour la regarder et ils nous ont envoyé des commentaires absolument remarquables. Donc, merci beaucoup. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne l'avaient pas vue, si cette soirée vous plaît, eh bien, la mini-série, elle est encore mieux. Voilà, voilà. Voilà, donc peut-être que Mehdi peut mettre sur le chat le lien Internet pour la série. Et une des choses sur lesquelles on se concentre dans notre mini-série, alors on présente beaucoup d'informations et vous allez apprendre beaucoup de choses scientifiques dans cette mini-série, mais nous parlons aussi de comment on peut raconter, présenter l'histoire scientifique, le récit scientifique. Et ça fait la différence. Il faut pouvoir le communiquer. Si vous n'arrivez pas à le communiquer, alors ça ne sert à rien. Oui, et je pense que c'est utile même pour les personnes qui ne parlent pas de science, même si on veut présenter son cabinet, sa pratique, c'est parce que beaucoup d'entre nous sont thérapeutes et dans beaucoup de domaines différents. En effet, on peut appliquer cela à tout. Donc, un très grand merci pour ça, Bob. Alors, la théorie polyvagale et la psychologie énergétique et le trauma. Waouh, quel sujet. Très bien. Alors, je vais juste vous présenter les résultats. Donc, la plupart d'entre vous n'ont pas acquis le programme Soins énergétiques de guérison 1. Et j'aimerais juste vous dire que Quantum Way vous propose ce soir une offre absolument très avantageuse pour acheter l'un ou l'autre ou les deux. Donc, je vous encourage vivement à vous pencher dessus. Ces deux programmes, le 1 et le 2, sont excellents. Voilà, je vous laisse y penser, je vous laisse y réfléchir. Très bien. Et je vois qu'il y en a encore parmi vous qui n'ont pas vu la mini-série, donc vous aurez l'occasion de le faire jusqu'à vendredi soir. Bien. Alors maintenant, je vais partager mon écran. C'est parti. Alors, la théorie polyvagale, la psychologie énergétique et la guérison des traumatismes, ou, sous-titre, « Et si Descartes avait connu la théorie polyvagale ?» Voilà, je me suis dit que c'était assez pertinent de poser cette question, et en fait, c'est Steven Porges lui-même qui a posé cette question. Voilà. Donc, la théorie polyvagale, mais qu'est-ce que c'est que ça?
Alors, avant tout, nous devons parler de ce qu'on appelle le nerf vague, d'accord? Le nerf vague est un nerf crânien qui va, en fait, depuis l'intestin jusqu'au bas du système limbique, d'accord? Il s'entoure autour de nos cordes vocales et il va jusqu'à la base du système limbique. Et fondamentalement, ce nerf apporte des informations. Alors, il fait plusieurs choses, mais il amène déjà des informations à notre cœur et à notre cerveau. D'accord? Donc, polyvagal signifie qu'il y en a plusieurs. Il y en a deux en réalité. Il s'avère qu'il y a une branche ancienne, la branche reptilienne, qui n'est pas myélinisée, et une branche nouvelle qui est la branche présente chez les mammifères, et celle-là est myélinisée. Et ce qui est important ici, alors je le répète, on ne va pas parler de cela très en profondeur, mais c'est que la branche ancienne, c'est comme un ancien système qui est responsable de choses comme le figement. Vous savez, quand les reptiles sont en danger, ils se figent. C'est ça qu'ils savent faire. Les mammifères font d'autres choses, n'est-ce pas? Et les mammifères peuvent combattre ou fuir. Et ça, ce n'est pas vraiment vagal, mais c'est plutôt lié à l'activation du sympathique. Et il y a aussi une autre chose que nous allons mentionner maintenant, c'est le vagal ventral. Le vagal ventral, c'est la partie myélinisée et cette partie est responsable de la connexion sociale et du lien social. Et on ne va pas faire ça ici, mais Steven explique très en détail comment il y a quelque chose de biologique chez tous les mammifères et bien sûr chez les humains. Il y a cette espèce de propension massive et énorme et ce besoin de se connecter et de se lier. Et le système vagal ventral est une des choses dans le corps qui rend cela possible au niveau biologique. Alors, ça, c'est la phrase la plus importante. Si vous ne retenez qu'une chose ce soir, c'est celle-ci. La première et principale fonction du nerf vague, son rôle, sa tâche, il en a d'autres, mais son rôle principal, c'est de répondre à la question: est-ce que je suis en sécurité? Et il fait cela en partant d'un niveau en dessous de la conscience. C'est-à-dire qu'il récolte des informations qui viennent du corps entier et il informe le cerveau, l'esprit, en partie, enfin, au sujet de la question: est-ce que je suis en sécurité? Et il le fait à travers des systèmes très basiques, notamment le système cardiaque et le système respiratoire. Mais je ne vais pas non plus entrer dans ces détails-là maintenant pour des raisons de temps. Donc ce qu'il vous faut savoir, c'est que le nerf vague va informer les systèmes inconsciemment si on est en sécurité ou pas en sécurité. Voilà, donc peut-être que ce serait un... Attendez, je vais juste encore dire une chose ici. Porges a créé le terme neuroception. La neuroception permet de distinguer si une situation ou une personne est dangereuse ou une menace mortelle. Et ce qui est important ici, c'est que cette neuroception se produit au niveau du système nerveux autonome, sans intervention de la conscience. Et cela nous mène à la question: et si Descartes avait connu la théorie polyvagale? Descartes a dit: je pense donc je suis. Cogito ergo sum. Mais s'il avait connu la théorie polyvagale, il aurait dit: je sens donc je suis. Et je sens, je me sens donc je suis. Donc là, c'est plutôt vraiment je me sens moi-même, je me ressens moi-même, donc je suis. Ce qui veut dire la façon dont je me sens à l'intérieur dicte qui je suis. Et une autre façon de dire la même chose, c'est que ce n'est pas le néocortex, ma chérie, c'est le corps. Donc la théorie polyvagale, du point de vue du travail sur le trauma, parle de l'importance de
ce qu'on appelle l'approche du bas vers le haut plutôt que du haut vers le bas. Du haut vers le bas, ça veut dire, OK, je vais y réfléchir. D'accord, Bob, je sais que ce truc a l'air assez effrayant, mais t'inquiète, tu vas être plus fort que lui, donc on va s'en sortir. Alors ça marche pas très bien quand on est face à une menace, cette approche descendante, du haut vers le bas. Et si dessous de ce qui vient du corps, c'est oh là là, je panique, là j'ai la trouille, je peux vous dire que toutes les fois où vous vous disputez avec votre conjoint ou conjointe, ou toutes les fois où vous vous retrouvez agité, ou toutes les fois où vous avez été traumatisé, la réaction, elle vient du corps. Et ça, c'est une des choses qui sont les plus importantes. C'est une des choses qui explique l'importance du ton de la voix. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi le ton de la voix est aussi important? Eh bien, il s'avère que le nerf vague passe justement dans le larynx ou à côté du larynx. Donc, l'état du nerf vague, c'est-à-dire est-ce qu'on panique ou pas, informe le larynx. Et le larynx va pouvoir crisper les muscles et cela va avoir un effet sur la façon dont on va communiquer. Donc, n'importe quelle personne qui, à l'extérieur, entend le ton de ma voix dans certaines situations, en tout cas inconsciemment, ce que son oreille entend, le nerf vague de de l'autre personne va identifier le ton de la voix et il va dire à la personne en face de nous, non, cette personne est dangereuse, c'est une menace, d'accord? Donc, quand les tons de voix, en fait, c'est comme un échange entre le nerf vague de chaque personne qui informe le degré de dangerosité de l'autre personne qu'on a en face de nous, de notre interlocuteur. Et en passant, euh, ce que je dis, en fait, vient entièrement de Stephen Porges, d'accord? Donc, je ne m'attribue aucun mérite, toute l'information vient de lui. Moi, j'essaye juste de traduire ce qu'il dit et j'insiste sur l'importance de son approche, comme beaucoup d'autres gens. Alors, Porges, actuellement, je viens de participer à un congrès avec lui. Porges, pardon, actuellement parle de la quête de sécurité et de l'importance que cela a pour les êtres humains d'être en sécurité. Et le nerf vague, ce qui se passe, c'est que l'environnement, c'est autant ce qu'il y a à l'extérieur du corps et les informations qui nous viennent depuis l'intérieur du corps. Tout cela, c'est l'environnement. Et cela entraîne la neuroception. La neuroception, c'est quelque chose qui se fait hors de notre champ de conscience, qui ne vient pas du néocortex. C'est une perception qui nous dit si on est en sécurité, en danger ou en danger mortel. Ça, c'est les trois options. Donc, si vous êtes en danger mortel, cela va engager le système vagal dorsal. Et après, il y aura des comportements de figement ou d'immobilisation ou de dissociation jusqu'à un certain degré. La personne peut se figer, s'immobiliser et faire différentes variantes de ce comportement. Et cela, en général, vient d'une perception d'une menace pour notre vie. Et plus on perçoit cela comme une menace mortelle, plus on se fige. Et si vous travaillez avec le trauma, beaucoup de gens qui ont vécu cette réaction se sentent très mal à l'aise par rapport au fait qu'elles ont eu cette réaction parce qu'elles se sont figées et elles savent qu'il y a aussi la possibilité du combat ou de la fuite, mais elles n'ont jamais entendu parler du figement et elles se sont retrouvées dans une situation où elles se sont figées et elles se disent mais mince, pourquoi je me suis figée? Il y a quelque chose qui cloche chez moi. Alors qu'en réalité, il n'y a rien qui cloche chez cette personne. Le système vagal dorsal de la personne a perçu un danger mortel, a pris les commandes et la personne s'est un peu transformée en reptile à ce moment-là et a fait la même chose que ferait un reptile. Et on ne peut pas s'empêcher de faire cela. C'est juste pas votre faute. C'est votre système nerveux autonome. Vous n'avez pas choisi cela. Cette réaction s'est simplement produite. Ou alors, la menace n'est pas si grave et on a une perception d'un certain danger, mais notre système nerveux sympathique est engagé, donc on peut fuir ou combattre, partir en courant. Et là, ça, c'est plutôt une stratégie qu'on appelle la mobilisation. Elle peut prendre diverses formes. Ou alors, on a le sentiment qu'on est en sécurité et c'est là qu'intervient le système d'engagement social. Et là, on peut adopter toutes sortes de comportements sociaux. Et il y a toutes sortes de choses décrites par Stephen Porges, par exemple la qualité de la voix, le contact visuel, tous ces détails qui sont liés au système d'engagement social.
Et ces choses sont comme réciproques ou mutuelles, c'est-à-dire qu'elles interagissent les unes avec les autres. Alors, ça fait un peu beaucoup à absorber, à intégrer, je le réalise. Donc, juste pour résumer, je le répète, le nerf vague, selon la théorie polyvagale nous dit que le néocortex ne joue pratiquement aucun rôle et la perception de sécurité ou d'insécurité découle en réalité du nerf vague, de l'intérieur, si vous voulez bien. Et on a trois saveurs possibles, on pourrait dire. Danger mortel, pardon, où on se fige, danger normal, où on se bat ou on fuit, et troisième option, celle qu'on espère rencontrer, où on se sent en sécurité. Et ce qui se passe, c'est que plus on se sent en sécurité, plus on sera dans l'engagement social. Et ce qui est intéressant, c'est que plus on est dans l'engagement social, plus on se sentira en sécurité. Et ça, c'est l'un des défis les plus importants de la COVID. On ne peut pas être dans l'engagement social. Donc, on a une menace très importante et on ne peut pas vraiment avoir beaucoup d'engagement social. Et c'est pour ça qu'il est important de se connecter, d'être sur Zoom, etc. Par exemple, moi maintenant, dans mon j'ai mis les choses en place dans mon jardin de façon à pouvoir quand même accueillir des gens, pour continuer à avoir de l'engagement social, afin que mon nerf vague soit content et satisfait. Bien, maintenant, étape suivante. Le trauma, et c'est ça qui est important ici. Vous savez, le trauma, c'est pas seulement quelque chose de mauvais. Vous savez, les gens se disent, bon, un traumatisme, ça peut être se casser la jambe. Alors, imaginez une explosion, d'accord? Alors, les effets qui découleront de l'explosion, beaucoup de gens considèrent que c'est ça le problème lié au traumatisme. Et en fait, quelque chose que je disais déjà bien avant que je connaisse la théorie polyvagale, c'est que le vrai problème lié à quelque chose de traumatique, ce n'est pas l'explosion, mais c'est le fait que l'explosion va nous couper de nos ressources. C'est-à-dire qu'elle va transformer, comme je l'ai écrit ici, elle va rendre plus difficile les comportements sociaux, d'engagement social, et elle va remplacer ça par des réactions défensives, genre quoi? Tu me parles? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Ou alors on peut se retrouver dans l'agitation, on peut se retrouver dans la dissociation à nouveau par l'immobilisation. Et c'est le résultat du trauma, c'est qu'il va aussi interférer avec ce que Porges appelle la co-régulation réciproque de l'état de santé. Donc vous savez que nous nous co-régulons mutuellement. Je sais que certains d'entre vous connaissent le travail de Siegel à ce sujet. L'esprit n'est pas seulement dans notre crâne, mais il est entre nous. Nous Quand je regarde le visage de mon ami ou de mon amoureux ou de mon amoureuse, eh bien, les êtres humains, de cette façon-là, peuvent se calmer mutuellement. Stephen Porges parle toujours de comment les phoques sont ensemble et se côtoient, car c'est l'autre qui va en réalité nous régule. Et si je peux parler un petit peu de politique pendant un instant, c'est ça le problème actuellement. Nous ne sommes pas dans la co-régulation mutuelle, mais uniquement dans la haine mutuelle actuellement. Bon, parenthèse fermée. Donc, le trauma perturbe en plus de cela la régulation neurophysiologique. Le trauma complique vraiment la tâche du nerf vague qui est de nous calmer. Donc, l'activation du vagal ventral nous permet de nous calmer. Et cela se passe entre autres par ce qu'on appelle la pause vagale. C'est ce qui permet de ralentir le cœur. Sans cela, le cœur va battre trop fort, trop vite. Donc, c'est quelque chose de réciproque. Quand le nerf vague dit « je me sens en sécurité », le cœur bat plus lentement parce qu'on est en sécurité. Alors que si on commence à percevoir du danger, alors, c'est pas la pause vagale, c'est le frein vagal. Si on se sent plus en sécurité, le frein se relève et là, le cœur bat plus fort, plus vite. Alors, les personnes traumatisées, pour ces personnes-là, le frein vagal, ce qu'on appelle le frein vagal, ne fonctionne pas très très bien, c'est-à-dire qu'il réagit de façon excessive. Ça veut dire, par exemple, que si je me sens un petit peu en danger, mon cœur va battre plus vite. Mais ensuite, à un moment donné,
je ne suis plus, à un moment donné, je suis plus en danger, mon cœur ralentit, je me calme et je me sens en sécurité. Mais si dans mon passé j'ai vécu des traumatismes, cela ne se produit pas aussi complètement ou rapidement que pour les autres personnes. Donc, si quelque chose de négatif m'arrive et, mon, j'étais accompagnée par mon ami. Ça veut dire que la même chose nous est arrivée. Et moi, je suis traumatisée, mais mon ami ne l'est pas. Cela veut dire que mon ami sera moins traumatisé par ce traumatisme-là que moi. Donc, le traumatisme sera un peu comme un aimant. C'est-à-dire que chaque nouvel événement traumatique sera toujours plus problématique si on a déjà un historique de trauma. Donc, le trauma diminue le fonctionnement humain, perturbe le sentiment de connexion, c'est-à-dire que les gens traumatisés, c'est bien connu, s'isolent, ont beaucoup de peine à être dans la connexion et le lien. Et comme nous l'avons mentionné, cela crée des altérations dans l'état du système nerveux autonome. On est plus réactif. Et point important, le trauma déforme la conscience sociale, c'est-à-dire qu'on sera plus facilement en état d'alerte en cherchant des choses dangereuses. Je vais percevoir les choses comme étant plus dangereuses qu'une autre personne qui n'est pas traumatisée. Je vais voir le danger là où il n'y en a pas, parfois, et parfois, je ne verrai pas le danger là où il y en a. C'est-à-dire, autrement dit, ça vous crée pas mal de bazar dans votre physionomie et votre être. Ça vous détraque. Alors, ça, c'est quelque chose de très, très nouveau que Porges vient de partager. Je voulais vous le montrer. Donc ça, c'est une recherche. Porges a fait cette recherche en étudiant les réactions des gens à la pandémie. C'est-à-dire qu'il leur a donné un questionnaire qui évalue quel est leur degré de réactivité autonome. C'est-à-dire quand on est très réactif, quand on a une grande réactivité autonome, ça veut dire que le système nerveux autonome est complètement paniqué. Et la conclusion de base de cette étude, ça a été que plus une personne a vécu des événements traumatiques, j'en ai parlé au congrès de psychologie énergétique en France il y a quelques années de cela. Plus la personne a un historique traumatique, plus elle va être dans la réactivité. Et ce sondage le confirme. Voilà. Et donc ça, c'est très important. Alors, on a parlé de trauma. En tout cas, moi, je vous ai parlé de trauma, de traumatisme. Mais il faut être clair au sujet du fait qu'il y a des traumatismes avec un T majuscule ou avec un T minuscule. Les traumas avec un T majuscule, c'est par exemple la guerre, le viol, la violence physique, les agressions sexuelles, les choses sur lesquelles on est tous d'accord, qui sont vraiment très, 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 très mauvaises. Mais il y a aussi des traumatismes avec un T minuscule, qui sont des événements plus insignifiants, mais qui submergent la personne pendant qu'ils arrivent. Et nous en vivons tous beaucoup de ces moments-là. Vous savez, quand les autres enfants se moquent de nous, quand on est petit, quand nos parents se crient dessus et on a peur qu'ils divorcent, quand on vit des moments d'embarras et de gêne. Vous savez, il y a beaucoup, beaucoup de traumas avec un T minuscule qu'on peut vivre. Et beaucoup de ces événements, avec le temps, vont informer notre nerf vague. Donc, tout ce que j'ai dit au sujet des traumas s'applique autant au trauma avec un T majuscule qu'au trauma avec un T minuscule. Alors, cela nous amène à... Là, j'ai terminé le côté théorie polyvagale de ma présentation et on arrivera aux questions dans un instant. Alors, pour ceux d'entre vous qui connaissent l'EFT, qui veut dire technique de libération émotionnelle, l'EFT est l'approche de psychologie énergétique la plus connue. On l'appelle souvent le tapping. Et le principe fondamental qui a été énoncé par Gary Craig, la personne qui a développé l'EFT, est le suivant. La cause de toute émotion négative est une perturbation du système énergétique du corps. D'accord.
Mais ensuite, ce principe fondamental a été actualisé et c'est moi qui l'ai actualisé en fait, en tenant compte de l'apport de Dan Siegel aussi. Et cette affirmation devient la suivante. La cause de toute émotion négative est la perturbation du flux d'énergie et d'information dans le système corps-esprit. Alors, pourquoi cela est-il important? C'est important parce que... Alors, laissez-moi vous poser la question suivante. Ah zut, j'aurais dû vous faire un sondage aussi par rapport à cette question-là. Alors, je vous laisse vous la poser à vous-même. On n'a pas de sondage pour ça. Voici la question. Est-ce que le passé a un effet direct sur vous maintenant? Est-ce que le passé a un effet direct sur vous maintenant? Oui ou non? Répondez à la question, c'est oui ou c'est non, à vous de choisir. Alors, j'espère que vous avez choisi à ce stade. Si vous avez répondu oui, eh bien, je suis désolée, ce n'est pas la bonne réponse. La réponse correcte, c'est non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que, en fait, ce n'est pas le passé qui est la vraie source du problème. C'est-à-dire que les événements traumatiques qui se sont produits dans le passé ne sont pas la source des problèmes que vous avez maintenant. Pas vraiment. La réelle source du problème que vous avez maintenant, c'est la façon dont ce qui s'est passé est stocké dans votre corps. La source du problème est la perturbation du flux d'énergie et d'information dans le système. C'est pour cela que vous avez aujourd'hui des problèmes. Et le passé peut avoir causé la perturbation, oui, mais c'est la perturbation qui est le problème. Et ça, c'est une distinction importante, parce que si le passé était la seule source du problème, alors vous ne pourriez jamais rien changer, puisqu'on ne peut pas changer le passé. Mais la façon dont le passé a été stocké dans le système corps-esprit, c'est ça qu'on peut changer. Et c'est pour cela que les FT fonctionnent et que la psychologie énergétique fonctionne aussi. Et à ce propos, alors encore un élément, cela nous amène à la question suivante intéressante aussi, qui est, vous savez, pour les traumatismes avec un T majuscule, cela signifie fondamentalement quelque chose se passe dans le passé et la plupart des gens, la majorité du temps, se retrouvent fortement perturbés. Ça, c'est pour les T majuscules. Mais pour les traumatismes avec un T minuscule, qu'est-ce qui peut vraiment, qu'est-ce qui fait qu'un événement négatif devient un événement vraiment un événement traumatique? Alors, j'ai inventé cette petite formule qui n'est pas réelle, mais qui explique. E puissance T signifie, représente le signal de l'intensité de l'expérience traumatique. Et si on divise cela par R, qui veut dire ressources, ressources disponibles pour la personne sur le moment de l'événement, alors il se passe quelque chose qui a un certain degré d'intensité et une certaine quantité de ressources à ce moment-là. Et si l'énergie de l'événement traumatique est plus grande que nos ressources disponibles sur le moment, alors cela entraîne une perturbation. La perturbation. Et tandis que si nos ressources sont suffisamment grandes, on se dit, voilà, il m'est arrivé ce truc qui n'est pas génial, mais on continue son chemin et ça ne reste pas, ça n'est pas stocké dans notre système. Voilà, donc ça, c'est la réponse abrégée à cette question qui, je pense, va se clarifier encore plus loin. Alors, revenons maintenant pendant une minute à la théorie polyvagale. C'est quelque chose, ceci dont je vais vous parler maintenant, je trouve ça passionnant. Alors, ce n'est pas que... Alors, qu'est-ce que Stephen Porges a à dire au sujet du rôle du passé? Eh bien, il serait d'accord avec cette idée. Pour lui, ce n'est pas tellement les traumatismes passés qui sont importants. Lui, il dirait que c'est le fait que les traumatismes du passé ont poussé le système nerveux à devenir réactif. C'est comme ça qu'il s'est déconnecté. Donc, si l'événement du passé a pour effet que mon corps devient ce qu'on appelle réactif sur le plan autonome, eh bien c'est ça qui va me détraquer.
Et Borges peut le prouver. C'est totalement scientifique. Et c'est ça qui est cool ici. Alors, voici le côté scientifique. Ce que dit ce schéma, c'est en haut, c'est écrit maltraitance d'enfance. Et dans ce cas spécifique, ce qui a été étudié dans cette recherche, c'était le dysfonctionnement sexuel. Et la ligne en pointillé montre la corrélation entre l'événement négatif qui est arrivé ou non à une personne et le dysfonctionnement sexuel. Et là, on réalise que c'est en pointillé, donc ça veut dire qu'il n'y a pas une grande corrélation. Donc, les agressions pendant l'enfance ne vont pas déterminer, ne vont pas toujours entraîner le dysfonctionnement sexuel. Néanmoins, beaucoup de gens qui ont été maltraités pendant leur enfance développent ce qu'on appelle la réactivité autonome. Et si on a une forte réactivité autonome, alors cela correspond au dysfonctionnement sexuel. C'est-à-dire que la réactivité autonome est le facteur qui va détraquer la personne, qui va beaucoup la perturber. Alors, si je reviens par exemple à cette formule-là, cette espèce d'éclair, c'est la réactivité du système nerveux autonome, la réactivité autonome. Si votre corps panique et devient réactif, et dans ce sens-là, il est comme reparamétré. Et c'est ça qui est problématique, c'est qu'il reste dans ce reparamétrage. Et ce reparamétrage même empire au fil du temps. Et c'est ça qui est le problème. Voici une autre recherche qui a été menée en lien avec la pandémie. Les personnes qui ont dans leur passé vécu beaucoup d'événements traumatiques, est-ce qu'il y a un lien avec le stress post-traumatique? Oui, il y a un certain lien, 0,192. Mais regardez ceci. Si la personne qui a eu qui a un historique traumatique a développé une réactivité autonome, eh bien cela va encore être bien plus corrélé aux symptômes du stress post-traumatique. Donc oui, l'historique, le passé est important, mais c'est là que cela se passe, c'est dans la réactivité autonome. Donc c'est ça qu'il s'agit de traiter. Et si on peut normaliser le degré de réactivité d'une personne, alors les symptômes, par exemple du stress post-traumatique, disparaîtront. Donc c'est ça l'objectif, de supprimer la réactivité autonome et de la remplacer par des sentiments de sécurité. Je suis de retour. Alors, est-ce que vous avez vécu une petite période de réactivité autonome? Ah, me revoilà! Alors, ça, c'était une façon de tester votre degré de réactivité autonome. Ouh! Désolée pour l'interruption. Mais voilà, vous êtes de retour, tout va bien pour vous? Alors, ça fait presque 1 heure qu'on parle déjà. Oh mon Dieu! Déjà? Ah oui, donc bon, je suis... Alors, il faudrait laisser du temps pour les questions-réponses. D'accord. Alors, voilà. Donc, en fait, quand vous avez un souvenir, vous allez utiliser, si vous faites du tapping, le tapping pour augmenter votre sentiment de connexion avec les autres. Et vous allez, de cette façon-là, améliorer l'homéostasie. Est-ce que quelqu'un, s'il vous plaît, c'est Anne-Laure qui vous parle, pourrait mettre dans le chat qu'il faut qu'il repartage son écran parce que là, il a l'impression qu'on voit son écran et on ne le voit pas. Ah voilà, Florence le fait pour nous, merci. Non, en effet, Bob, vous ne partagez pas votre écran, c'est pour ça qu'on a un peu de peine à suivre. Alors, pour les personnes qui se demandent si ça s'arrête après 40 minutes, non, on a encore du temps. Florence s'excuse en disant que c'est difficile pour moi. Ça va. Alors, donc, ce que fait ce qu'on fait quand on fait du tapping, c'est d'abord qu'on se concentre sur le souvenir. Et c'est ça qui crée justement la réactivité autonome, se concentrer sur le souvenir. Les gens disent oui, mais tant que je ne repense pas à mon passé, ça va. Oui, d'accord, mais ce souvenir est là, sous-jacent. Donc, il faut y repenser, le susciter, et ensuite, on fait du tapping dessus, on se sent plus en sécurité, désolé, je parle trop vite, on se sent plus connecté à soi-même et ensuite aux autres. Et cela va augmenter notre homéostasie.
Et ensuite, quand on a traité de façon, quand on réussit à traiter le symptôme avec l'EFT, eh bien, on peut repenser au souvenir et il n'y a plus cette réactivité. Alors, comme je l'ai déjà dit, du point de vue neuroscientifique, les recherches démontrent que l'EFT, le tapping, permet de réguler l'amygdale, permet de réguler l'activité vagale. On pourrait passer toute la journée à parler de ce sujet. Les effets positifs du tapping sont aussi de diminuer l'activité corticale. Euh, on a aussi parlé, permet aussi de diminuer le cortisol. Et concernant la reconsolidation de la mémoire, je ne peux pas vous en parler en détail, mais voici ce qu'il faut retenir. Quand on utilise de l'EFT ou des traitements semblables et qu'on fait venir un souvenir et qu'on fait toutes sortes de travail dessus, après, quand on quand le souvenir retourne dans notre stock à long terme, eh bien, ce souvenir est accompagné d'un sentiment de calme qui veut dire que ce souvenir est changé pour toujours. Ce qui veut dire que à l'avenir, quand on se remémorera le souvenir, consciemment ou inconsciemment, on ne sera pas activé et réactif. Et ça, c'est très différent de l'ancien modèle. On peut définitivement changer un souvenir ou changer l'effet que ce souvenir aura sur nous. Alors, peut-être que je vais m'arrêter là et répondre à des questions. Non, non, allez-y seulement, continuez un moment. Alors ça, c'est une diapositive qui montre que, vous savez, si vous êtes plutôt dans le Reiki ou différents types de guérison et d'approches psychoénergétiques, comment est-ce qu'on peut parler, par exemple, à un médecin? J'ai réfléchi à quelle est la façon la plus simple de parler à un médecin? Alors, la façon la plus simple, c'est d'abord d'avoir des informations à disposition. Donc, vous pouvez en trouver, par exemple, sur le site www.chi.is et il y a toujours 3 étapes. Alors, si un médecin, par exemple, vient vous dire: «Alors, c'est quoi les recherches? Y a-t-il des preuves qui étaient votre théorie, qui soutiennent ce que vous faites?» Alors, la chose la plus simple à dire, c'est de citer le nombre total d'études. De dire, par exemple, il y a 35 études ou 70, il y a par exemple 115 études sur la psychologie énergétique. Ça, c'est la réponse la plus simple à donner. Et c'est mieux de pouvoir citer un essai randomisé contrôlé ou ce qu'on appelle une étude de résultats cliniques, mais déjà, c'est déjà super de dire il y en a eu tant des études. Et après, encore mieux, vous pouvez citer des méta-analyses ou des articles de synthèse parce que cela vous permettra d'aller un peu plus en profondeur. Et la troisième chose que vous dites après, c'est que vous vous concentrez sur une ou deux des meilleures études qui ont obtenu les résultats les plus impressionnants. Donc, par exemple, moi, je dis toujours, par exemple, parmi ces études, il y en a deux qui ont démontré que l'EFT réduisait le syndrome de stress post-traumatique des anciens combattants de 86% en 6 séances. Et cela a été comparé à une autre étude qui a conclu qu'après 12 séances, la thérapie de l'exposition prolongée, qui est celle qu'on utilise le plus pour traiter les anciens combattants aux États-Unis, cette approche n'avait réduit le syndrome de stress post-traumatique chez les anciens combattants que de 49%. Donc, ça fait une grande différence. 2 fois plus efficace en 2 fois moins de temps. Et ensuite, c'est toujours bien de dire qu'il faut faire plus de recherches, évidemment. Donc, ici, l'idée centrale, c'est de comprendre que la plupart des gens n'ont pas envie d'entrer dans des discussions interminables avec vous. Ils veulent simplement savoir que vous n'êtes pas un charlatan. Et si vous pouvez leur dire très honnêtement une version condensée de cela et que vous êtes dans la congruence parce que vous avez fait beaucoup de recherches et c'est à cela par exemple que servent les programmes Sciences des soins énergétiques 1 et 2. Vous n'avez pas besoin de tout retenir, mais vous devez pouvoir le sentir. C'est comme si c'est entré dans vos os, dans votre chair, parce que vous l'avez compris, lu, reçu, et analysé et retenu, et ça suffira dans votre discussion. Et ensuite, vous leur racontez une bonne histoire clinique et la personne, elle sera convaincue. Il y aura bien sûr toujours quelqu'un qui sera la personne qui sera jamais convaincue. Mais voilà, ça arrive partout. Quelqu'un demande ce qu'est l'exposition prolongée. L'exposition prolongée est un traitement atroce
c'est totalement barbare, où on prend un ancien combattant et on les fait revivre l'événement traumatique encore et encore et encore jusqu'à épuiser leur corps. C'est juste horrible. Voilà. Bien, je vais maintenant cesser le partage d'écran et j'ai perdu de vue le temps. J'ai essayé d'aller lentement. Ah, donc on a du temps pour des questions, n'est-ce pas? Tout à fait. J'espère que cela vous a été utile. Je voulais répondre à une ou deux questions qui ont été posées. Par exemple, il y en a eu beaucoup au sujet du trauma, comme par exemple, après un trauma, quelle est la première chose à faire? D'accord. Alors, si on parle d'un trauma qui... Alors, ça dépend vraiment de la personne, mais la chose à faire, l'astuce, c'est de vraiment se laisser traverser par la chose et ne pas la réprimer, la retenir et demander de l'aide, n'est-ce pas? Donc, demander que notre personne vienne nous calmer, aller chercher de l'aide auprès de quelqu'un qui connaît des approches qui aident à calmer et à apaiser le corps. Simplement déjà en parler, enfin, si le fait d'en parler aggrave votre état, vous fait vous sentir encore moins bien, c'est probablement pas la meilleure chose pour vous. Donc, en EFT, on fait certaines choses pour s'assurer que la personne puisse parler de l'événement dans un état où le corps reste relativement calme. Donc, il s'agit de laisser le corps être aussi calme que possible pendant qu'on traite le trauma, en gardant à l'esprit, bien sûr, les choses sont relatives. Et je veux dire, il ne faut pas se dire, OK, je vais raconter cette histoire et tout va bien, tout va hyper bien. Non, non. Mais vraiment, l'idée, c'est de pouvoir se laisser traverser par la chose en restant calme. Oui, et alors la co-régulation est importante en effet. Donc, d'un côté, l'idée, c'est pas d'avoir des gens qui... Alors, il y a des gens qui réagissent très, très fortement à un traumatisme, alors que d'autres... Il y a des thérapeutes qui n'arrivent pas à être très présents en restant régulés face à un client qui raconte un traumatisme. Mais ça, c'est très, très important de pouvoir faire ça. Vous savez, si, euh, par exemple, quelqu'un a vécu un traumatisme, eh bien, son conjoint ou son ami, c'est très difficile pour lui souvent de rester centré et de rester présent quand son ami lui raconte ce qui s'est passé. Mais ça, c'est une compétence très importante à avoir parce que ça va toujours aider pour la corrégulation. Alors, il y a des questions au sujet des traumas périnataux et aussi des traumas transgénérationnels. Alors, c'est un grand sujet. Oui, en effet, c'est un grand sujet. Alors, il y a des gens qui, je veux dire, c'est difficile à savoir, n'est-ce pas? Mais alors, Alors, que dit Steve à ce sujet? La sécurité et le traitement. Donc, il s'agit vraiment de s'accorder à cela, de s'harmoniser à cela et ensuite de traiter la chose en utilisant par exemple l'EFT ou le MDR ou la psychologie énergétique ou d'autres approches. Mais ce qui est important, c'est que d'une façon ou d'une autre, le corps se sente en sécurité, tout en étant en présence de ce souvenir ou de ce ressenti, même si on n'a pas de souvenir direct, mais on a un ressenti, un sentiment de la chose. Donc, ce n'est pas le souvenir qui est la problématique. Le traumatisme n'est pas le problème.
Et je ne suis pas en train de manquer de respect, parce que évidemment, les traumatismes, c'est quelque chose de négatif, de mauvais, mais les traumatismes ne sont pas le problème. C'est plutôt la façon dont ça a été stocké dans le corps et ce qu'on en a déduit à notre sujet qui est le problème, d'accord? Donc il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont dit des choses comme ma crise cardiaque, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée. Mon cancer, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée. Ça a changé ma vie. Alors, je ne souhaite cela à personne, mais il s'avère que cela a été, par exemple, un point crucial dans ma vie. Donc, tout cela signifie la même chose, c'est que la personne ne se laisse pas définir par l'événement qui lui est arrivé. Et donc, c'est de cela que parle la thérapie. Et c'est difficile d'avoir un récit différemment au sujet de son identité et de sa vision du monde si on a notre corps qui est constamment en panique. Et si vous n'avez jamais eu ces traitements, ce qui se passe, c'est que peu importe l'approche thérapeutique, mais quand on lui dit repenser au problème, très souvent la personne elle fait ça. Elle ne sait pas où elle est. Non, non, à la fin de la séance, quand on dit alors repenser au souvenir, la personne est là, mais il n'est plus là, le souvenir. Et donc, ça veut dire que le corps ne réagit plus. Le souvenir est encore là, on sait que cet événement est arrivé, mais le corps dit « je suis en sécurité ». Et ce n'est ni verbal, ni même raisonnable, c'est juste quelque chose qui est. Et c'est comme ça. La personne ne sait plus où est passé le souvenir, c'est-à-dire où est passée la réaction que son corps avait avant au souvenir. Oui, il y a beaucoup de questions. Alors peut-être qu'on peut répondre à une question et ensuite on va passer au programme soins de guérison énergétique, d'accord? Tout à fait. Alors, est-ce que la psychologie énergétique est efficace pour les traumas est sûre? Oui, c'est une approche tout à fait sûre pour les cas de trauma, beaucoup plus sûre que beaucoup d'autres approches. Quelqu'un demande, est-ce que le MDR a le même impact que l'EFT sur le système nerveux autonome? Ah, sur le système nerveux autonome. Est-ce que vous savez cela? Alors, je ne suis pas sûre de le savoir vraiment, mais les recherches qui comparent l'EFT à l'EMDR montrent que ces deux approches ont ont un degré d'efficacité pratiquement égal. Alors, une autre question? Alors, je parlerai du programme SOEH2, c'est-à-dire soins énergétiques de guérison. Alors, nous espérons que vous allez acquérir ce programme, la science des soins énergétiques. Il y a le 1 et le 2. Vous avez toutes sortes d'options. Vous pouvez acheter le 1, le 2, etc. Et si vous avez... euh, il y a la même chose que ce que je vous ai présenté ici par des formateurs bien meilleurs que moi. Il y a aussi pas mal de questions sur la théorie polyvagale auxquelles ce programme répond parce que dans le programme, il y a une longue interview de Stephen Porges qui est vraiment sublime. Oui, elle est superbe cette interview en effet. Elle entre en profondeur dans toutes sortes de thématiques. Je lui pose toutes sortes de questions. Donc ça, déjà, si ces thématiques vous intéressent, ça vaut déjà le prix du programme. Et alors là, je suis en train de chercher quelque chose pour voir un petit peu le programme à nouveau. Alors, je le répète, nous avons essayé d'agencer le programme de façon à ce que dans le premier chapitre, il y ait Stephen Porges et aussi Rolin McCraty qui présente la science de la cohérence, qui est absolument fascinante. C'est génialissime. C'est le responsable de la recherche de l'Institut HeartMath, Rolin McCraty. Il parle de cohérence cardiaque à l'intérieur de nous, aussi entre les gens et sur le plan mondial, planétaire. Donc, c'est vraiment hyper pertinent pour maintenant. Et si vous voulez avoir des données scientifiques qui expliquent l'importance de l'interconnexion, c'est chez lui que vous trouverez tout cela. J'aime énormément Rolin McCraty. Il va donner une conférence lors de notre congrès l'année prochaine et j'en suis très, très heureux. Et ensuite, il y a Bruce Lipton. Je veux dire, est-ce que je dois dire autre chose que simplement le nom Bruce Lipton? Bruce est une force de la nature, évidemment. Et il parle de la biologie énergétique et à nouveau, il nous explique comment tout cela s'assemble et, et
Bruce Lipton est un ancien cartésien, un cartésien réformé, on pourrait dire. Donc ça, c'est notre premier chapitre avec Roland McCready, Porges et Bruce Lipton. Et dans le deuxième chapitre, Bill Bankston, si vous n'avez jamais entendu Bill Bankston, il va vous décoiffer. Alors, déjà, il est ultra cool. Il est tellement modeste qu'on n'arrive pas à le croire. Enfin, il est incroyablement modeste et il ne, il n'a aucun ego. Et c'est lui qui a fait une recherche sur les soins de guérison énergétique sur les souris. Il guérit le cancer chez les souris. Voilà. Et il est et il parle de comment on peut envisager ce sujet. Il aborde beaucoup de thématiques différentes et vous ne quitterez pas, à la fin de la conférence, vous ne serez plus la même personne. Une fois qu'on a rencontré Bill Bankston, on est une personne différente. Il était présent d'ailleurs à notre congrès de 2018 à Paris. Oui. Je l'ai vu, je ne sais, je suis tombée sur lui complètement par hasard, il y a très très longtemps. Je n'avais jamais entendu parler de lui, je suis allée écouter sa conférence et j'étais complètement ébahie. Genre, ah, il faut que je le connaisse. Et en fait, il intervient dans les deux cours, le 1 et le 2. Il parle de différents sujets et ces deux interventions sont incroyables. Voilà, donc dans la première et la deuxième série. Oui, il parle des deux. Dans la séance des soins énergétiques numéro 2, il aborde les implications et aussi il parle de comment on pourrait peut-être transformer la guérison énergétique en quelque chose qu'on peut faire à grande échelle, un peu comparable à un vaccin. C'est totalement incroyable. Alors, Elane Wabe, elle travaille à l'Institut des sciences noétiques et ils ont fait des études exceptionnelles sur la guérison, sur les soins énergétiques. Elle présente leurs dernières recherches dans ce domaine et c'est complètement fascinant. Elane Wabe, vraiment incroyable. Donc ça, c'est aussi génial. Et après, dans le troisième chapitre de ce programme, il y a Roger Janke, qui est l'un des tout premiers à avoir amené le Qigong en Occident. Et il parle des recherches qui ont été menées sur le Qigong et le Tai Chi. Et j'ai appris des choses extraordinaires au sujet de changements subtils en lien avec les barorécepteurs, etc. Des choses dont je n'avais jamais entendu parler, qui expliquent comment, sur le plan biologique, nous changeons. Alors, ce n'est pas totalement aussi décoiffant que Bill Bankston, mais c'est quand même pas mal décoiffant parce que ça nous permet de comprendre pourquoi certaines de ces approches fonctionnent et comment elles fonctionnent sur le plan biologique. Donc ça, c'est absolument captivant. Et ensuite, Peta Stapleton, elle fait une mise à jour des recherches en psychologie énergétique. Et Peta Stapleton, c'est une vedette de rock, c'est une rockstar. Elle présente les choses de façon hyper claire, minutieuse, compréhensive, progressive. Et l'une des choses dont elle parle, c'est les études qu'elle a faites avec des IRM fonctionnels sur les troubles alimentaires. Des choses incroyables. Une étude qui montre comment le cerveau change et comment on peut le constater avec des IRM fonctionnels. Le cerveau change avec la pratique de l'EFT. Donc, il semblerait en effet que l'EFT crée des changements dans le cerveau. Elle nous parle de l'étude qui a prouvé cela. Et nous avons aussi ajouté à la version française Sheila Patel, qui nous parle de méditation. Oui, elle travaille dans le centre de Deepak Chopra, elle est responsable scientifique dans ce centre et elle présente toutes sortes de méditations, de recherches passionnantes sur les effets de la méditation sur nous. Par exemple, alors elle parle de longévité, par exemple. Elle parle des télomères. Elle parle de l'effet de la méditation sur les télomères. Si on médite, nos télomères se rallongent, par exemple. Donc, vraiment, si quelqu'un dit « Ah oui, bon, la méditation », eh bien, non. Il y a des données scientifiques très, très solides qui nous prouvent l'efficacité de cette approche aussi.
Donc, si vous voulez connaître les fondamentaux scientifiques de ces approches, si vous voulez avoir plus confiance en vous quand vous en parlez, ces données présentées dans ces vidéos vous permettent vraiment d'enraciner vos connaissances et ouvrent aussi le champ des possibles. Et si quelqu'un, par exemple, vous donne du fil à retordre par rapport à votre approche, vous pourrez lui dire: «Ah, mais vous savez quoi?» Et vous pourrez lui parler de tout ce que vous avez appris et tout à coup, vous avez aussi élargir votre esprit et la personne posera d'autres questions et vous aussi, vous vous poserez d'autres questions et vous vous direz: «Ah tiens, ça me fait penser à ceci, ah ça me fait penser à cela» et vous pourrez vraiment élargir votre horizon. En effet, c'est un superbe programme. Il dure environ 10 heures et nous avons aujourd'hui une offre très, très spéciale à vous proposer. Oui, allez-y, racontez-leur, racontez-leur. Nous avons décidé de vous offrir toutes les conférences de notre congrès 2018 qui parlait aussi de psychologie énergétique sur le plan scientifique avec Lisa Rankin, Dawson Church, Bill Bankston, Rolin McCready, toutes ces personnes en direct. Donc, cela est un bonus qui sera gratuit, ajouté pour toutes les personnes présentes à ce webinaire qui vont ce soir acheter la série, le programme Soins, Sciences des soins énergétiques. Ce sera un bonus gratuit qui accompagnera. Donc, c'est un grand, grand cadeau, je pense. Voilà, donc beaucoup de gens peuvent dire je suis coincé chez moi, je suis confiné. Bon, d'accord, alors je vais encore regarder une autre vidéo et apprendre encore quelque chose de nouveau. Oui, cette deuxième série dure 10 heures. La première série durait 20 heures. Donc, je veux dire, la quantité d'informations est énorme. Oui, dans la première, il y a Dean Radin, il y a Dawson Church, il y a Dan Siegel, avec qui j'ai une conversation extraordinaire. Ah oui, et Gary Schwartz aussi. Il y a vraiment tellement, tellement d'informations dans ces programmes et c'est de l'or pur. C'est de l'or en barre. Et aussi, même si ça a 2 ans, eh bien, tout est encore totalement actuel et pertinent actuellement, d'accord? Voilà, donc vous pouvez avoir le 2 et le 1 à 197 euros. Alors, non, le deuxième coûte 197 euros. Et si vous voulez avoir le premier avec, il faut rajouter seulement 100 euros. Et vous savez quoi? Aux États-Unis, si vous voulez essayer d'acheter la version en anglais, elle coûte 497 dollars. Donc, on n'a pas soldé. Donc, je peux vous dire que Quantum Way vous propose vraiment un prix extrêmement avantageux. Oui, allez sur notre site et vous allez aussi recevoir un email avec tous les liens qui vous permettront d'aller consulter ces différentes offres. Et cette offre, elle est valable jusqu'à quand? Elle n'est valable que jusqu'à vendredi minuit, heure française. Et on va vous mettre le lien, la science des soins énergétiques numéro 2. Et en plus, vous pouvez garder ces vidéos. Oui, oui, tout à fait. Elles sont à vous. Une fois que vous les avez acquises, vous pouvez les regarder autant de fois que vous voulez. Vous pourrez aussi télécharger les transcriptions et les audios. Et nous avons 2 versions à disposition. Une version qui est doublée par Anne-Laure, que vous entendez actuellement, et aussi une version avec sous-titres. Et si vous voulez avoir les 2 versions, ça coûte juste 20 euros de plus, parce que ça a été un travail énorme d'ajouter des sous-titres sur ces vidéos. Donc voilà, c'est un travail énorme. Voilà, donc nous avons les 2 versions pour la science des soins énergétiques 1 et 2. Et si vous avez déjà acheté la science des soins énergétiques 1, vous aurez reçu un email vous permettant vous donnant une autre offre très avantageuse. Bref, consultez votre boîte de réception. Et j'aime énormément l'image que vous m'avez donnée juste avant le séminaire. Vous avez dit, si on achète tout ça, c'est comme ça fait plus de 30 heures de programme. Oui, ce que je disais, c'était comme d'avoir 2 caisses des meilleurs vins français, un Châteauneuf du Pape, un Saint-Émilion, un super Bordeaux, les meilleurs vins possibles et vous pourrez les déguster pendant pas mal de temps.
et ça, c'est quelque chose qui se garde très, très bien, comme le bon vin se garde très, très bien, en effet. Et moi, je regarde ces vidéos de temps en temps. Je me dis: «C'était quoi déjà qu'il avait dit ou qu'elle avait dit?» Et vous avez aussi les transcriptions dans votre, package. Oui, tout à fait. Donc les transcriptions, pardon, vous pouvez les lire, vous pouvez les écouter, vous pouvez regarder les vidéos et vous pouvez donc avoir tous ces formats différents, sous-titrés ou doublés. Voilà. Ah, je vois que quelqu'un lève la main, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, donc je sais que nous avons beaucoup de questions, mais votre conférence a été très, très intéressante et je pense que je pensais que c'était mieux de vous laisser présenter aussi votre PowerPoint. Donc un très, très grand merci, Bob. Eh bien, tout le plaisir a été pour moi. Je vous souhaite le meilleur à toutes et à tous. Merci pour tout, Bob. Merci pour votre générosité. Ah oui, j'aimerais juste ajouter, quelqu'un a dit qu'il voulait apprendre l'EFT. Alors, Quantum Way propose des cours d'EFT. Oui, en effet, nous proposons ces cours, mais à travers l'IFPEC, l'Institut de Jean-Michel Guret. Nous n'avons nous-mêmes pas de cours d'EFT. D'accord, c'est à travers Jean-Michel Guret et son institut IFPEC. Donc, si vous voulez apprendre l'EFT, allez sur IFPEC. IFPEC, Institut IFPEC. Nous sommes très, très proches de lui. Alors, un très grand merci. Merci, Anne-Laure. Alors, nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir peut-être lors d'un prochain sommet ou congrès. Ouais, je le ferai avec grand plaisir. Et moi, je veux aussi revenir en France. C'est ça que je veux en vrai. Eh bien, on attend un beau jour, vous pourrez à nouveau traverser l'océan et revenir en France. Et nous organiserons un immense congrès avec tous nos amis américains et avec tous nos amis français et on va mélanger tout ça. Et dans l'intervalle, on a Zoom et on a l'Internet. Et c'était super de vous avoir avec nous ce soir. Donc, passez une superbe journée. Eh bien, vous, passez une superbe soirée, ce qu'il en reste. Bonne nuit et au revoir et merci à tout le monde.